le signe d'un minaret, d'où matin et soir le médecin lance son appel à la prière, il existe une belle mosquée. Les jardins soignés, de sveltes colonnades, des murs recouverts de savantes arabesques ou de mosaïques polychromes, sans témoignage enfin de la foi musulmane, forment ce décor strictement oriental. Là, les fidèles peuvent, chaque fois que le Coran le leur commande, tourner leur visage vers le tombeau du prophète et remplir pieusement les devoirs de leur culte. Cette oasis de paix et de recueillement ne se trouve pourtant ni au Caire, ni à Damas, ni à Kairouan. Nous sommes en plein cœur de Paris, entre Notre-Dame et le Panthéon, à 2 pas du Muséum. Dans ce Paris où toutes les races se coudoient, toutes les civilisations se mêlent, toutes les philosophies, toutes les croyances se tolèrent. Et le hasard, est-ce bien le hasard au fond? Le hasard veut que tout près d'ici se dresse la demeure de celui qui fut au pays du Maghreb le plus intelligent, le plus efficace propagateur de la paix et de la civilisation française. C'est là, en effet, que Lyautey vécut 25 années d'une vie ardemment consacrée au rayonnement de l'amitié qui lie pour toujours la France et l'islam. Mais revenons à la mosquée de Paris pour y constater que le croyant peut aussi y convier ses amis à prendre d'autres nourritures que spirituelles. Le restaurant de la mosquée, dans une ambiance scrupuleusement reconstituée, rappelle les palais de Marrakech, de Fès ou de Meknès. On y sert la cuisine orientale et le couscous, notamment, y reste dans la meilleure tradition. La pâtisserie est appréciée. Et le café mort est de rigueur. Si votre journée a été fatigante, le hammam, luxueusement aménagé, vous permettra de délasser votre corps en même temps que votre esprit. Il vous suffira de vous abandonner à la chaleur bienfaisante et aux mains habiles des masseurs. Ensuite, sur votre lit de repos, vous pourrez goûter le bienheureux engourdissement pendant que les minutes s'écouleront sans heurts et sans fêlures. Enfin, quand la fatalité a désigné à un musulman de Paris l'heure de l'ultime repos, le cimetière arabe l'accueille selon les rites coraniques. Ce champ funèbre n'est ni un lieu d'oubli, ni un lieu d'exil. La terre de France reste légère aux dépouilles de ceux qui l'ont loyalement servi parmi les cohortes des travailleurs ou dans les rangs des vaillantes troupes d'Afrique. De pieuses mains françaises ne manquent pas de fleurir ces tombes. À l'ombre du drapeau français, Alma Ben Sellam, jeune guerrier de l'Atlas, va dormir un paisible sommeil au milieu de tous ses camarades.
Le plus représentatif des musulmans de Paris est sans doute le très honorable Si Kadour Ben Gabrit, ministre plénipotentiaire, directeur de l'Institut musulman et de la mosquée de Paris. Doué d'une vive intelligence, alliant à un raffinement des plus orientaux une parfaite culture française, il est fier, à juste titre, d'être le chef spirituel de tous ceux à Paris qui se recommandent de l'Orient, depuis le manœuvre de Courbevoie jusqu'à l'intellectuel venu puiser la connaissance aux meilleures sources de notre civilisation. L'élite de la jeunesse musulmane, qu'elle arrive du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, de l'Égypte ou de plus loin, fréquente nos universités, notre Sorbonne, nos grandes écoles. Au quartier latin, il n'est pas rare de croiser des groupes d'étudiants coiffés du fez, et pour les bouquinistes des quais, il n'est pas de meilleurs clients que ces jeunes gens avides d'apprendre. Auditeurs assidus des cours et des conférences de nos grands maîtres, familiers de nos bibliothèques et de nos musées, ils seront, une fois de retour chez eux, les meilleurs ambassadeurs de la culture française. À l'université, à l'Institut, à la Sorbonne, à l'école du Louvre parmi les vestiges des grandes civilisations disparues, à la Bibliothèque nationale, qui est la plus grande maison savante du monde, à l'école des langues orientales, enfin, où l'on trouve tant de précieux documents. Partout où l'on apprend, où l'on se perfectionne, ils sont là, attentifs et curieux, appliqués et ponctuels. Il n'y a pas que des intellectuels musulmans à Paris. Il y a aussi la foule des travailleurs manuels. Billancourt, Gennevilliers, la Bastille, Issy-les-Moulineaux, La Chapelle sont leurs points d'élection. Certains vivent entre eux et forment de sortes de communautés organisées où l'entraide n'est pas un vain mot. D'autres ont fondé un foyer, créé une famille. Et lorsque, par exemple, l'assistante sociale vient rendre visite à Mohamed Ben Tayeb, à sa femme et à ses enfants, la joie habite leur maison. Le traditionnel thé à la menthe est aussitôt servi. Du thé du ravitaillement et de cette menthe à feuilles longues dont les boutures ont été ramenées du Maroc et plantées dans le jardin derrière la maisonnette. Je vous présente Nelly. C'est l'aînée des filles de Mohamed. Cette brunette de 25 ans a choisi le plus parisien des métiers de jeune fille. Elle est midinette. Et dans son atelier, le jour de la Sainte-Catherine, la jeune Nelly n'est pas la dernière à prendre sa part de rires et de chansons. Cependant, le musulman de Paris garde toujours dans un coin de son cœur le souvenir du douar ou de la maison natale. Le père ou la mère y vivent encore, ou bien le frère aîné, à qui chaque mois un mandat apporte, sous leur forme la plus réconfortante, les bonnes nouvelles de l'absent, celles qui annoncent et qui prouvent que tout va bien. Aux portes de Paris, à Bobigny, la sollicitude française a fait construire cet hôpital franco-musulman. Il n'a rien à envier au plus perfectionné. Un cadre agréable, des bâtiments clairs, neufs, bien exposés, rien de l'hôpital rébarbatif où la maladie se traîne dans une tristesse quotidienne et générale.
musulmans se trouvent parmi les malades, ils forment aussi une partie du personnel, depuis les infirmières et les infirmiers jusqu'aux médecins. Les soins y sont gratuits et attentifs. Les installations les plus modernes, les appareils les plus récents sont réunis à l'hôpital franco-musulman de Bobigny. Les opérations sont faites avec le maximum de soins et de compétences. Et l'hygiène, l'indispensable hygiène, est de règle en cet asile de réconfort et de guérison. Pour les convalescents, les jardins de l'hôpital sont largement ouverts. On peut y bavarder tranquillement ou bien rêver, ou bien jouer à ces jeux qui occupent l'esprit et qui tuent le temps. Paris, qui malgré 5 ans d'absence, reste pour le monde entier la capitale de la qualité, l'est aussi pour les Français musulmans. Paris est aussi pour eux le centre des affaires qu'ils ont l'ambition de conquérir. Ils doivent y satisfaire leur goût du négoce en se livrant aux commerces les plus divers, les plus modestes. Ou bien, commerçants patentés, ayant pignon sur rue, ils vendent dans leurs magasins des objets caractéristiques de la facture arabe. Qu'il s'agisse de sacs de dames, de coussins, de bulles, de tapis, de tentures, de cuivre, de portefeuilles ou de babouches, toutes ces œuvres des artisans de Fès, de Meknès ou de Marrakech apportent à quelques vitrines des boulevards parisiens leur couleur éclatante et leur parfum d'exotisme. C'est ici, plus que partout ailleurs, que les produits de l'artisanat nord-africain voisinent au porte-à-porte et rivalisent d'élégance avec les articles de Paris. La communauté musulmane de Paris célèbre pieusement ses grandes fêtes religieuses. À la mosquée, elles sont présidées par son Excellence Sikadour Ben Gabri, chaque fois que les devoirs de sa charge ne l'appellent pas à Rabat. Les réjouissances profanes sont aussi scrupuleusement observées. C'est en commun qu'elles se déroulent, même chez les militaires. Aujourd'hui, par exemple, les troupes nord-africaines, comme celle-ci casernée à Senlis, s'abandonnent à la joie du méchoui. Les traditionnelles danses guerrières distraient ceux qui ne préparent pas le festin. Une splendide fantasia déroule ses fastes sportives. Aux cuisines s'élaborent les mets savoureux du folklore. Et tous ces gaillards au sourire éclatant s'affairent pour que la fête soit réussie, tout comme si elle se passait de l'autre côté de la Méditerranée. Que pensez-vous de l'ordinaire, mon général? Chez tous les musulmans du monde, c'est aujourd'hui jour d'allégresse. Ceux de Paris en ont leur part.
Parmi les enseignes de restaurants chics qui ornent les rues de Montmartre ou de Montparnasse, les noms des cabarets et des restaurants orientaux ne sont pas les derniers à donner leur élégant rendez-vous. Cependant, loin du luxe tapageur, dans les plus modestes quartiers populeux, les amis retrouvent l'intimité simple et chaude du monde ouvrier. Cette nuit marque la fin du ramadan. Et pour cette occasion, dans ce petit bistrot de banlieue, les hommes ont revêtu leur djellaba. Près de tables agréablement servies, au son de musiques aimables, pendant toute la nuit, les conversations tourneront autour de quelques souvenirs communs. Le souvenir du devoir natal, celui de la sainte mosquée qui abrita les prières d'adolescents, ou bien le souvenir des troupeaux de moutons qu'on emmène packagés dans les matins rougeoyants du Grand Sud. Demain, comme hier, comme toujours, l'aube se lèvera sur Paris, la ville énorme, bruyante, toute frémissante et fiévreuse. Près de la Seine, sous la grisaille d'un ciel d'Île-de-France, la mosquée s'éveillera. Comme chaque jour, du haut du blanc minaret, le médecin laissera tomber son appel à la prière, la vie continuera.